En quelle année se situe donc le point d'étincelle? Laser. Laser, oui. Laser est né, c'est curieux, de la rencontre de deux parallèles. Fin 88, le déclic, Pierre Héritier que vous connaissez, qui était plus ou moins dans les numéros 2, enfin N-1 de la CFDT d'Anne-Montbert à l'époque, qui était plutôt considéré comme aile gauche de la CFDT dans la typologie de l'époque, se trouve débarqué à Strasbourg au profit d'un candidat de consensus qui a été Jean Caspar. Attention, je n'ai pas été battu en congrès, j'y tiens beaucoup. Je ne pouvais pas être candidat au congrès de Strasbourg. Compte tenu des statuts de la Confédération, ça voulait dire que les portes se fermaient et que je devais préparer ma reconversion. D'une part, autour de moi, s'était constitué un groupe d'amis. Ces amis travaillaient déjà avec moi pour mener la bataille interne dans la CFDT. Notre idée, c'était qu'il fallait faire de ma reconversion une opportunité pour faire quelque chose d'utile et d'intéressant, et pour faire quelque chose qui n'existait pas et dont nous avions senti l'absence. À l'époque, j'étais président de la Lyonnaise de Banque. J'ai toujours conçu mon métier de banquier comme une fonction ancillaire et servante de l'entrepreneur qui est le seul qui crée de la richesse. Et le vrai apport en dehors de ce service était la prise de participation et capital aux côtés de l'entrepreneur et surtout d'accompagner les entreprises PME, PMI, petites ou moyennes des régions dans lesquelles nous sommes pour leur fournir des instruments et des possibilités de compréhension de la mondialisation qui s'annonçait et de sortir du nez de leur guidon et de leur offrir ça à domicile gratuitement. Et mon Pierre Héritier se trouve donc le bec dans l'eau. Je le connaissais pas, je l'avais jamais rencontré. J'étais salarié de la Lyonnaise de Banque, lui PDG de la Lyonnaise de Banque. Et je sais pas quelle idée m'a pris. Bon, j'ai toujours agi comme ça, par à-coup ou par idée. Il m'a fait contacter, j'ai beaucoup apprécié, par le délégué syndical CFDT, qui a pris contact. Et je sens un Pierre Héritier, il vous le dira demain, complètement coincé au téléphone, crispé, en disant « mais qu'est-ce que c'est que ce patron qui vient m'emmerder alors que je suis au fond du trou, etc. » Puis nous nous sommes vus tous les trois, et il m'a dit « voilà, je vous offre des possibilités de reconversion. » Vous êtes un salarié de la Lyonnaise de Banque, détaché certes depuis 15 ans ou 20 ans. La Lyonnaise de Banque n'abandonne pas ses enfants. 2, vous êtes stéphanois et moi aussi, ça c'est le principal critère. Et 3, j'ai des idées que j'arrive pas à mettre en place sur un financement de l'économie sociale et plus généralement sur la thématique Europe, droit du travail, Europe sociale, etc. Et la 3e correspondait complètement à l'idée qu'on avait eue avec mes 7 amis, avec le groupe dont je parlais tout à l'heure. C'est là la rencontre des deux parallèles. Pierre Héritier, à l'époque, était responsable du secteur économique-emploi de la Confédération CFDT. Et moi-même, j'étais secrétaire confédérale dans cette organisation où je m'occupais des problèmes à la fois de l'emploi, des qualifications, de la formation et des femmes. Et il m'a proposé de m'associer à la création de Laser. Voilà. Donc, je fais partie du premier train. Le maire de Saint-Étienne à l'époque, qui s'appelait Dumanchet, qui était un type adorable, quand il apprend ce projet par la presse, je sais pas quoi, il dit « Moulard, t'es complètement fou, tu t'associes à Pierre Héritier, c'est un terroriste. » Il jetait, dans les grandes grèves de 1974, il jetait des pierres à mes fenêtres à la mairie de Saint-Étienne. Alors j'appelle Héritier et je lui dis ben, « C'est vrai Pierre que vous jetiez des cailloux comme ça, je ne vous voyais pas si violent. » Il me dit « Non, non, c'était pas des cailloux, c'était des boulons. » Je lui dis, vous me montrez trois règles pour Laser. 1, Saint-Étienne et Paris, une double localisation. 2, une think tank qui travaille avec tous les acteurs sociaux, patrons, syndicalistes et représentants de la vie civile. Et 3, vous m'organisez avec les appuis européens que vous avez, une biennale Europe et Travail qui aura lieu
en alternance, une fois à Saint-Étienne et une fois ailleurs, en France ou à l'étranger, de manière à ce que tous les 4 ans, la presse, les médias, les gens qui s'intéressent à tous ces sujets soient à Saint-Étienne dans une biennale de laser. Ça c'est fait. 25 ans après, ça se continue, c'est pas mal. On est quand même une modeste structure, mais enfin, on fait circuler nos idées, on fournit des analyses autonomes, objectives et en même temps construites et sérieuses. C'est important d'aller voir comment les choses se passent, donc d'avoir des occasions de le faire. Par exemple, Laser a accompagné des négociations en entreprise, ou bien des analyses sur des territoires. Et en particulier, ce qu'on fait dans la région Rhône-Alpes, donc on essaye d'agir, de contribuer, d'être des facilitateurs pour la participation des partenaires sociaux au développement économique, dans la Loire en particulier. Est-ce qu'il ne vous semble pas que l'accélération de la mondialisation, de tous les phénomènes économiques, exige d'autant plus une prospective à long terme? Nos experts disent toujours qu'ils ne sont pas des experts à très long terme. Aujourd'hui, c'est pas que nous voyons plus loin, c'est qu'il y a une myopie générale. On est dans une société où on est dans le très court terme. Et on est dans les 3 mois, dans les 6 mois. Donc nous, on essaye de voir un peu plus loin quand même. La prévision, c'est un travail, pas seulement un travail intellectuel, c'est aussi une démarche qui se mène avec tous les gens qui ont quelque chose à dire, y compris ceux qui, pour le moment, ont le nez dans le guidon. Et la façon, c'est d'associer les acteurs, de croiser les approches. C'est important que chacun puisse un peu être à l'écoute de l'autre et voir ce qu'il y a d'intéressant à saisir dans les différences qu'il peut y avoir entre nous. C'est un lieu Laser exceptionnel depuis l'origine de liberté et de sérénité. C'est un lieu de rencontre, hein. C'est un lieu de rencontre. C'est pas une passerelle pour une promotion individuelle. C'est d'essayer de trouver la bonne articulation entre ces gens aux responsabilités diverses, les experts bien sûr, les techniciens, les technocrates, appelons-les comme on veut, les responsables économiques dans leur diversité, bancaires ou d'entreprise, les forces politiques et aussi, bien entendu, et c'est essentiel, les forces syndicales et l'ensemble de ceux qui les représentent. Ma première rencontre, c'est à la première biennale de Laser. J'y représente la Confédération Générale du Travail. Ce qui est intéressant, c'est que le débat est un débat ouvert, sans mauvais compromis. Nous ne sommes pas en train de faire une motion de congrès syndical où on essaye de dire il faut avoir ceci, il faut avoir cela. Non. On ne cherche pas absolument à trouver des lignes médianes. Je dirais que ça fait la force de Laser. C'est cette non-complaisance, cette non-recherche d'un équilibre absolu. Ce qui nous guide, ayant entendu toutes les remarques et toutes les critiques, c'est de sortir un produit qui correspond à l'analyse qui est faite, et tant pis si ça déplaît. Hein. C'est un lieu qui rassemble des gens venant de tous les horizons syndicaux, soit d'anciens responsables syndicaux, avec l'expérience qui est à l'heure. Donc vous retrouvez des individus qui viennent de la CGT, de la CFDT, de Force ouvrière, de l'UNSA, de la CFTC. Et puis des responsables d'entreprise. Alors des responsables d'entreprise venant d'horizons divers. Comment les caractériser ? Qui sont plus préoccupés par le long terme que par le court terme, qui sont préoccupés par la volonté de construire en restant fidèles à ses valeurs et à ce qui a présidé à la création de cette entreprise, et avec une très forte dimension sur l'industrie. Les services, bien sûr, sont essentiels, en France comme ailleurs. Ils occupent la place la plus importante dans notre économie aujourd'hui. Mais en même temps, la prise de conscience qu'un pays qui n'a plus d'industrie, ou dans l'industrie ne sait pas se renouveler et s'étendre à des nouveaux domaines ou à des nouvelles innovations, est un pays qui, probablement, sur le plan de son rayonnement et sur le plan de la qualité de son économie et des emplois offerts, est un pays qui souffrira et un pays qui se prépare à un avenir difficile. Ce sont des patrons et des syndicalistes qui sont d'accord sur une économie de producteurs. C'est-à-dire que la production doit prendre le pas sur la financiarisation. Alors, ça n'empêche pas qu'il y ait des divergences d'intérêts, qu'un patron n'est pas un syndicaliste, attention, c'est le pluralisme, on ne demande pas aux gens d'être pareils, mais ce qui rassemble les gens qui sont à Laser est aussi fort que ce qui les oppose ensemble
à cette dérive financière que nous connaissons aujourd'hui. De même, on retrouverait le même problème sur l'État. Généralement, c'est des patrons qui disent qu'il faut garder un État stratège, un État... Même s'il faut évoluer, ça n'empêche pas des réformes. Il y a des réformes qui sont justifiées. Bon, mais il ne faut pas les faire simplement pour réduire les déficits. Il faut qu'elles aient un sens. Qu'il s'agisse de l'entreprise ou qu'il s'agisse du niveau d'un pays, d'une nation, pouvoir s'appuyer, bénéficier de forces syndicales très représentatives est une chance pour un pays et une chance pour une entreprise. Et je ne vois pas comment on peut faire évoluer une entreprise sans s'appuyer sur des relais syndicaux permettant de définir quels sont les enjeux et la manière de les affronter et d'y faire face à travers des actions raisonnées et rationnelles. Finalement, Laser fait entendre une petite musique différente. Hein, c'est-à-dire qu'elle refuse de rentrer dans la pensée unique, dans le discours général. Et donc, c'est ça finalement, sa marque et sa méthode. Et dans la méthodologie de Laser, nous essayons de poser les problèmes avant qu'il y ait une cristallisation sur les réponses. Par exemple, les notes sur la retraite que nous avons faites, qui ont été les mieux lues et les mieux discutées, je les suis par retour, ce sont celles que nous avons faites très en amont. Un point sur lequel vous avez été très clairvoyant, c'est de voir arriver cette crise des subprimes. Ah, je pense qu'on a été très bons. Nos experts ont été remarquables. Depuis le cahier de Michel Fried, et puis après ceux de Joël Maurice, tout ça, nous avons été plus... Tout le monde, tous nos experts, là, je devrais citer. C'est difficile d'en citer, mais notre groupe d'économistes a été particulièrement clairvoyant. On a fait des notes en disant ça peut pas continuer comme ça, ça va exploser, quoi. On a des experts, chefs d'entreprise, syndicalistes, qui, oui, avaient signalé, en effet, ces bulles qui étaient en train de se créer, les bulles immobilières notamment, les risques que présentait cette titrisation de ces actifs immobiliers avec leur dispersion dans tous les actifs des banques mondiales, et donc les risques extrêmement forts qui étaient pris et la probabilité ou la possibilité d'une crise. Laser, après 2008, s'est signalé par autre chose il y a déjà assez longtemps en pointant du doigt le risque de déflation. Et aujourd'hui, nous sommes là. On crée d'une clairvoyance. Et je pense que Laser devrait porter sa parole assez dans l'air ou dans des grandes émissions, parce qu'il faudrait voir ce qu'on a entendu comme bêtises. Moi, ce qui m'a le plus intéressé dans les travaux de Laser, durant ces 25 ans, c'est la qualité de son expertise. Leur âge leur permet d'être assez sereins sur la situation présente. C'est-à-dire ils ne cherchent pas à prouver, ils cherchent à comprendre. Ils ont déjà prouvé par le passé. Je trouve qu'il y a beaucoup de continuité dans les analyses de Laser, notamment sur la crise, par exemple, depuis 2008, cette nouvelle crise, parce qu'il y en a eu d'autres. Par contre, sur l'Europe, c'est incontestable qu'on est passé d'une sorte d'europtimisme, on peut dire, à une eurocritique. On a fait notre première biennale en 1990. On est en train de préparer la 11e. Les premières biennales, on était tous pro-européens. On était enthousiastes, on y croyait, on voyait les avancées sociales, etc. Mais aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe, c'est quand même assez affligeant. Enfin, Les Européens ont décidé, c'est un des grands sujets de réflexion à Laser, les Européens ont décidé, il y a maintenant assez longtemps, de construire un grand marché unique et de doter ce marché unique d'une monnaie unique, l'euro. Ce faisant, il nous semble à Laser qu'ils ont oublié un certain nombre de choses essentielles. Finalement, ils ont mis en place un espace économique européen, mais quand il s'agissait des règles sociales, ça s'arrêtait aux frontières des États. C'est-à-dire qu'on a mis les pays en concurrence, on a mis la main-d'œuvre en concurrence au niveau social. La probabilité que les facteurs de production se concentrent là où les avantages comparatifs sont les plus élevés est extrêmement forte. C'est plus que fort, c'est même une quasi-évidence. Et vous savez, on a eu des débats il y a quelque temps avec les Allemands. On a un débat demain avec encore les syndicats allemands, avec la fondation Friedrich Ebert. Laser fait tous les ans une rencontre entre syndicats allemands et syndicats français.
On essaie de prendre des thèmes. Cette année, c'est le SMIG en Allemagne, en France. L'année précédente, c'était sur les restructurations. Et l'année d'avant, c'était sur la participation. Et on essaye de collaborer entre syndicats pour montrer qu'il faut un autre système de relations sociales si on veut que la société soit partie prenante des développements. Par exemple, nous avons fait une proposition qui a été débattue par le commissaire, c'était Barnier à l'époque, à la Biennale de 2000 à Lyon. Nous avions discuté avec le ministère des Affaires étrangères. C'était l'idée qu'il fallait une gestion spécifique, une gestion politique de la zone euro, et laisser, à l'inverse, certains pays en étaient au stade du marché commun, il fallait s'en tenir à la libre circulation des marchandises. Il y avait 3 étages, en quelque sorte. Et cette construction a intéressé beaucoup de monde. Et elle a été balayée, et Barnier nous a donné la réponse à la Biennale en disant bon, ben cette hypothèse-là, malheureusement, elle a été retoquée par Bruxelles. La meilleure réussite de Laser, ça a été de réussir ces fameuses biennales et de mettre autour de la table des Européens bienveillants et pas convaincus, mais avides de comprendre les problèmes de l'autre, qu'il s'agisse d'Européens, de patrons allemands ou italiens ou espagnols, ou qu'il s'agisse de syndicalistes ou de gens de la société civile, d'universitaires, de chercheurs ou autres. Et je crois que là, Pierre Héritier et Anne-Marie Roselier, que vous venez d'interviewer, à tous les deux, ils ont fait une paire tout à fait remarquable. Et leurs publications sont confidentielles, elles n'ont jamais été grand public, mais je crois qu'elles alimentent des réflexions intelligentes de gens qui ont des vraies préoccupations d'organiser l'avenir et de transformer la société, sinon brutalement, du moins avec détermination. Laser ne renaît pas une cigale, c'est plutôt une fourmi, et il vaut mieux peut-être travailler avec les différents relais pour que les idées, la tranquillité pour les aborder se fasse et que les décideurs, entre guillemets, puissent avoir une vision très différente. Le sujet qui est posé à Laser, c'est de savoir si on doit avoir une expression publique plus affirmée dans l'ensemble des débats publics qui structurent les discussions qui ont lieu en France sur les grands sujets français. On est de ce point de vue assez en retrait, assez timide même. C'est un débat qu'on doit avoir en interne pour savoir quel type d'expression publique et d'animation du débat public on doit avoir et comment y participer mieux qu'on ne le fait aujourd'hui. Ce qui me stupéfait, c'est que 25 ans après, ça existe encore. C'est rare hein, pour une think tank. C'est rarissime. Une think tank qui n'est pas institutionnelle. Des think tanks, Institut Montaigne ou tout ce que vous voulez, financés par des grandes organisations patronales, ça vit sa vie longtemps. Mais ça, où c'est du bénévolat pur et où tous les ans il faut ramasser 3 sous pour vivre, 25 ans après, moi ce qui m'épate, ce qui m'épate le plus dans Laser, c'est son instinct de survie. Vous savez, on fête les 25 ans de Laser et on fête les 25 ans de la chute du mur de Berlin. Donc je pense que c'est pas forcément, les deux événements ne sont pas liés, mais ils sont révélateurs de ce qui vient de se passer.